que la centralisation administrative est une institution de l'Ancien Régime et non pas l'œuvre de la Révolution ni de l'Empire comme on le dit. J'ai entendu jadis un orateur, dans le temps où nous avions des assemblées politiques en France, qui disait en parlant de la centralisation administrative: cette belle conquête de la Révolution que l'Europe nous envie. Je veux bien que la centralisation soit une belle conquête. Je consens à ce que l'Europe nous l'envie, mais je soutiens que ce n'est point une conquête de la Révolution. C'est au contraire un produit de l'Ancien Régime, et j'ajouterai la seule portion de la constitution politique de l'Ancien Régime qui ait survécu à la Révolution, parce que c'était la seule qui put s'accompagner de l'état social nouveau que cette Révolution a créé. Le lecteur qui aura la patience de lire attentivement le présent chapitre trouvera peut-être que j'ai surabondamment prouvé ma thèse. Je prie qu'on me permette d'abord de mettre à part ce qu'on appelait les pays d'État, c'est-à-dire les provinces qui s'administrent, ou plutôt avaient l'air de s'administrer encore en partie elles-mêmes. Les pays d'État, placés aux extrémités du royaume, ne contenaient guère que le quart de la population totale de la France, et parmi eux, il n'y avait que deux où la liberté provinciale fut réellement vivante. Je reviendrai plus tard aux pays d'État et je montrerai jusqu'à quel point le pouvoir central les avait assujettis eux-mêmes aux règles communes. Je vais m'occuper principalement ici de ce qu'on nommait dans la langue administrative du temps les pays d'élection, quoiqu'il y eût là moins d'élections que nulle part ailleurs. Ceux-là enveloppaient Paris de toutes parts, ils se tenaient tous ensemble et formaient le cœur de la meilleure partie du corps de la France. Quand on jette un premier regard sur l'ancienne administration du royaume, tout y paraît d'abord diversité de règles et d'autorités, enchevêtrement de pouvoirs. La France est couverte de corps administratifs ou de fonctionnaires isolés qui ne dépendent pas les uns des autres et qui prennent part au gouvernement en vertu d'un droit qu'ils ont acheté et qu'on ne peut leur reprendre. Souvent, leurs attributions sont si entremêlées et si contiguës qu'ils se pressent et s'entrechoquent dans le cercle des mêmes affaires. Des cours de justice prennent part indirectement à la puissance législative. Elles ont le droit de faire des règlements administratifs qui obligent dans les limites de leur ressort. Quelquefois, elles tiennent tête à l'administration proprement dite, blâment bruyamment ses mesures et décrètent ses agents. De simples juges font des ordonnances de police dans les villes et dans les bourgs de leur résidence. Les villes ont des constitutions très diverses. Leurs magistrats portent des noms différents ou puisent leur pouvoir à diverses ressources. Ici un maire, là un consul, ailleurs des syndics. Quelques-uns sont choisis par le roi, quelques autres par l'ancien seigneur ou le prince apanagiste. Il y en a qui sont élus pour un an par leurs citoyens, et d'autres qui ont acheté le droit de gouverner ceux-ci à perpétuité. Ce sont là des débris des anciens pouvoirs, mais il s'est établi peu à peu au milieu d'eux une chose comparativement nouvelle ou transformée qui me reste à peindre. Au centre du royaume et près du trône, s'est formé un corps administratif d'une puissance singulière, et dans le sein duquel tous les pouvoirs se réunissent d'une façon nouvelle, le Conseil du roi. Son origine est antique, mais la plupart de ses fonctionnaires sont de date récente. Il est tout à la fois Cour suprême de justice, car il a le droit de casser les arrêts de tous les tribunaux ordinaires, Tribunal supérieur administratif, c'est de lui que ressortissent en dernier ressort toutes les juridictions spéciales. Comme conseil du gouvernement, il possède en outre, sous le bon plaisir du roi, la puissance législative, discute et propose la plupart des lois, fixe et répartit les impôts. Comme conseil supérieur d'administration,
c'est à lui d'établir les règles générales qui doivent diriger les agents du gouvernement. Lui-même décide toutes les affaires importantes et surveille les pouvoirs secondaires. Tout finit par aboutir à lui, et de lui par le mouvement qui se communique à tout. Cependant, il n'a point de juridiction propre. C'est le roi qui seul décide, alors même que le conseil semble prononcer. Même en ayant l'air de rendre la justice, celui-ci n'est composé que de simples donneurs d'avis, ainsi que le dit le Parlement dans une de ses remontrances. Ce conseil n'est point composé de grands seigneurs, mais de personnages de médiocre ou de basse naissance, d'anciens intendants et d'autres gens consommés dans la pratique des affaires, tous révocables. Il agit d'ordinaire discrètement et sans bruit, montrant toujours moins de prétention que de pouvoir. Aussi, n'a-t-il par lui-même aucun éclat, ou plutôt, il se perd dans la splendeur du trône dont il est proche, si puissant qu'il touche à tout, et en même temps, si obscur, que c'est à peine si l'histoire le remarque. De même que toute l'administration du pays est dirigée par un corps unique, presque tout le maniement des affaires intérieures est confié aux soins d'un seul agent, le contrôleur général. Si vous ouvrez un almanach de l'Ancien Régime, vous y trouverez que chaque province avait son ministre particulier. Mais quand on étudie l'administration dans les provinces, on aperçoit bientôt que le ministre de la province n'a que quelques occasions peu importantes d'agir. Le train ordinaire des affaires est mené par le contrôleur général. Celui-ci a attiré peu à peu à lui toutes les affaires qui donnent lieu à des questions d'argent, c'est-à-dire l'administration publique presque tout entière.